Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre invité. Dans moins d'une semaine, 2 projets de loi seront votés à l'APN relatifs à la poste et aux communications électroniques, ainsi que le commerce électronique. Des textes très attendus, notamment par les clients à la fois d'Algérie Télécom et d'Algérie Poste, pas toujours satisfaits, il faut le dire, des prestations de ces entreprises publiques censées offrir des services universels de qualité. Et puis, dans quel cadre se mettra en place le e-commerce chez nous? Élément de réponse ce soir avec Madame la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Madame Imen Houda Faraoun. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la Poste, les TIC, le e-commerce, tout à la fois, est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux d'attaquer tous ces chantiers à la fois, Madame la ministre? Alors, en fait, non, je ne pense pas que ça soit très ambitieux. Et puis, pour fixer les idées, si on ne s'attaque à un seul à la fois, ça ne marchera pas. Et je vais vous dire pourquoi. Si on veut améliorer la qualité du service postal aujourd'hui, en 2018, il faudrait le moderniser et passer à la dématérialisation des actes de paiement. Sauf qu'aujourd'hui, Algérie Poste, tout comme le secteur bancaire, ils ont quand même fait un pas qui est très significatif d'adopter un système d'information qui leur permet d'éditer une carte électronique et la possibilité d'avoir du paiement numérique, donc du paiement en ligne. Sauf que le cadre n'étant pas, il est presque impossible d'aller connecter leur plateforme de paiement avec les pages web des e-commerçants qui ne sont pas encore définis, et puis d'aller se connecter avec les TPE chez les commerçants. Il y a quelques expériences pilotes, mais en dehors d'un cadre légal, ça ne marchera pas. En même temps, la loi sur la poste et les communications électroniques vient pour renforcer le cadre qui existe déjà, pour permettre justement au secteur postal d'émerger. Je l'avais déjà dit à l'APN, la loi 2003 ne portait pas la possibilité pour la Poste de faire des paiements électroniques. Donc aujourd'hui, vous dites que tout est imbriqué en fait. Tout est imbriqué. Si on avance sur un chantier sans l'autre, c'est comme si on achetait la voiture sans en acheter le carburant. Et donc ça ne marcherait pas. Alors sachez, Madame la Ministre, que je vais tout au long de cette émission égrener un petit peu les questions des internautes, et elles sont nombreuses. On va essayer d'en donner le maximum pour qu'il n'y ait pas de frustration. Alors une première question des internautes. Comment expliquer, selon un internaute, la lenteur de la concrétisation de toutes les mesures annoncées par votre département? Ça dépend de quelles mesures. En fait, certaines mesures ne sont pas lentes. Certaines mesures prennent du temps parce que le déploiement prend du temps. Il ne faut pas oublier que notre pays est extrêmement large. Il y en a d'autres qui ne dépendent pas uniquement de la volonté politique dans notre pays. Probablement le projet qui a suscité le plus de commentaires négatifs en matière de lenteur, c'est le projet de la mise en place des câbles sous-marins. Et comme je l'ai expliqué il y a quelques jours à mesdames et messieurs les députés, tout ce qui peut être fait par notre pays a été fait. Le financement a été mobilisé, les cahiers de charges ont été préparés, le partenaire technologique a été choisi après un appel d'offres, on a commencé le déploiement des infrastructures terrestres en Algérie. On a tout fait en fait, les travaux en haute mer, c'est-à-dire les travaux de balisage, la cartographie, mais arrivant à la limite des eaux souveraines de l'Espagne. On va y revenir. Il fallait demander une autorisation et ça demande, on est obligé d'attendre. Donc la lenteur, elle est due à un facteur exogène. Il y en a d'autres projets, par exemple la réforme du secteur postal en matière du réseau, donc les bureaux de poste et leur modernisation, ça prend du temps. Leur mise à niveau. C'est quand même 3800 bureaux de poste et on ne peut pas attaquer certains sans avoir déjà un projet pour tous. Et Algérie Poste, elle était en grand déficit budgétaire. Donc il fallait d'abord commencer 2014, jusqu'à 2015 en fait. 2015. Ce n'est qu'à partir de la fin de l'exercice 2015 qu'on a rétabli les équilibres financiers. Mais s'il n'y a pas d'équilibre financier, on ne peut pas ouvrir un nouveau chantier. On ne peut que commencer les études. Donc il fallait rétablir l'équilibre financier, trouver des niches pour gagner de l'argent, moderniser le système pour assainir les finances, parce qu'on est arrivé quand même à plus de 20 millions de comptes actifs. Il y en a encore plus qui ne sont pas actifs, je crois qu'ils sont 22, 23 millions de comptes. Et on ne pouvait plus les gérer avec le système archaïque et espérer en même temps un nouveau déploiement. Donc ce que vous dites ce soir, il fallait un préalable. Voilà. C'est ce qui a retardé. Il y a des étapes avant de concrétiser certaines mesures qui ont été annoncées peut-être depuis 2 ou 3 ans par votre département. On va un petit peu avancer sur cette loi, ce projet de loi qui va donc voter à l'APN. La fin du monopole d'Algérie Télécom avec l'ouverture de la boucle locale
et l'introduction d'opérateurs privés. Alors, il y a plusieurs commentaires sur ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que c'est juste une forme de sous-traitance avec l'opérateur historique ou le début d'une vraie concurrence? Même les experts s'y perdent. Alors, je vous explique. Pour schématiser, en fait, sur le terrain, c'est un peu plus complexe, mais je vais essayer de vulgariser la chose. Le réseau de télécom, il est partagé en 3 parties, principalement, sur le territoire national. Il y a le réseau, la dorsale, ce qu'on appelle backbone, c'est le réseau de fibres de transport grande débit entre les wilayas. À l'intérieur d'une ville, donc il connecte toutes les villes, il y a des boucles, probablement un peu moins étendues dans le sud parce que les distances sont très grandes. Et ces boucles-là relient les villes. À l'intérieur de la ville, il y a le réseau de distribution. Et puis après, il y a le dernier kilomètre qui est le réseau d'accès. Autant le premier, il peut être fait par une seule entreprise, et il doit être fait par une seule entreprise, parce qu'autrement, il y aura perte d'argent, d'avoir un dédoublement de réseau. Et puis, c'est la partie de souveraineté de l'État. Vous parlez du backbone. Et il le fait très bien, le backbone. Pour le réseau d'accès au niveau de la ville, il connecte les grands quartiers, et ça, Algérie Télécom peut avoir des partenaires, mais aujourd'hui, il ne présente aucun problème. Donc la possibilité d'avoir le partenariat existe si besoin est, mais il n'y a aucun problème en réalité. Reste le réseau de distribution, donc le dernier kilomètre, il est problématique sur 2 points. Premièrement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les quelques millions de clients qu'a Algérie Télécom sont pour la plus grande partie sur un réseau ancien. Il va falloir vétuste, donc majoritairement en cuivre. Donc déjà le cuivre, quand il est nouveau, il ne permet pas ce que permet la fibre. Et en plus, une grande partie est archaïque, surtout sur Alger, qui est très différente du cas des autres wilayas. C'est un cas très particulier. Mais en même temps, le réseau de distribution, c'est là où il y a le plus grand nombre de vis-à-vis. C'est les clients. C'est des millions de personnes. Donc il faut un service de proximité. Algérie Télécom est devenu un mastodonte. Il y a trop de monde, mais qui sont, si on les verse dans le technique, ils ne peuvent pas faire face à toutes les demandes de raccordement et de maintenance. Si on les verse dans le commercial, ils ne peuvent pas faire face. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est en même temps de moderniser le service commercial pour qu'on puisse recharger en ligne au lieu d'aller à l'agence et de pouvoir acheter ses cartes ailleurs. Tout ça, ça permet d'alléger un peu le volet commercial et d'améliorer la qualité. Mais la maintenance, alors il n'y a pas que la maintenance en fait, il y a la maintenance, et il y a même la distribution elle-même. Ça veut dire que un opérateur qui est titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité de régulation pourrait venir. Il n'a pas de licence, donc il ne peut pas avoir des millions de clients, mais il peut venir auprès d'Algérie Télécom, acquérir l'équipement, donc l'équipement de distribution qu'on appelle communément MSAN, si on parle de cette technologie-là, et puis raccorder ses clients dans un quartier, dans 2, ou une vingtaine, ou dans toute la ville. Sous-traitance. C'est pas tellement de la sous-traitance, c'est du partenariat, parce que les clients seront ses clients, ils ne seront plus les clients d'Algérie Télécom. Alors justement, en cas de défaillance en matière de compétences, de maintenance surtout de ce réseau, si les clients sont insatisfaits, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils peuvent se référer encore, ils peuvent retourner à l'agence? Ce qui se passe par le monde, et ce qui devrait se passer chez nous, on ne va pas réinventer le monde, c'est que quand on signe un contrat avec un fournisseur, c'est lui c'est auprès de lui qu'on se plaint. Et c'est lui qui assure le service après-vente. Mais s'il ne l'assure pas, s'il ne l'assure pas, il y a les conditions contractuelles qui définissent ce qu'il fait et il y a les cahiers de charges. Parce que lui, étant titulaire d'autorisation, il répond à un cahier de charges de l'autorité de régulation. C'est la même entité qui contrôle aujourd'hui les grands fournisseurs, Algérie Télécom pour le fixe et les 3 opérateurs mobiles. Mais en même temps, il y a le cahier de charges qui relie ce fournisseur, cette ISP, à l'autorité de régulation. Et dans ce cahier de charges, il y a spécification des conditions justement de contractualisation. Par contre, ce qui va arriver, c'est que, justement, c'est là où la loi balise un peu, c'est qu'il y a un cahier de charge spécifique à l'ouverture de la boucle locale qui sera contractualisé entre Algérie Télécom et ce fournisseur, qui dit qui est responsable de quoi. Algérie Télécom, préférentiellement, se chargera uniquement du débit, ou à la volonté de l'opérateur, elle pourra également fournir les équipements. Mais s'il y a défaillance et que le fournisseur il est déficitaire, il quitte, il change d'avis, il ne peut plus travailler, le client peut toujours redevenir client d'Algérie Télécom. À sa demande ? À sa demande, bien sûr. Mais si la indemnisation a demandé, il la demandera à son fournisseur qu'il payait. Mais il pourrait, à un temps T, décider d'arrêter
d'être cet opérateur, résilier son contrat. Résilier son contrat et aller choisir un autre. Et ce que j'espère, c'est que dans les grandes villes, du moins, il y a plusieurs fournisseurs et je peux choisir si je vais chez Algérie Télécom ou chez le fournisseur 1 ou 2 ou 3 qui pourraient fournir des services différents. Il y a quand même une petite forme de concurrence Il y aura beaucoup de concurrence, d'autant plus qu'une fois, là, Algérie Télécom a quand même lancé une opération d'assainissement et de rénovation de tout le réseau. Qui sera achevée C'est clair que ça va, courant de l'année. Courant de l'année pour une grande partie, pour la partie qui est là, qui est en cuivre, en la remplaçant avec la fibre optique. Mais le réseau ne s'arrêtera jamais, il y a toujours de plus en plus de clients. L'idéal, c'est que ça n'arrête jamais, parce qu'on ait toujours plus de clients, sinon c'est la saturation. Par contre, là où il y aura de la vraie concurrence, c'est sur les services. Parce que autant Algérie Télécom, son métier de base, c'est les télécoms, donc c'est le déploiement du réseau. Oui. Autant on espère que ces fournisseurs qui seront ces partenaires viendront avec l'IPTV, par exemple, viendront avec la e-éducation, avec la e-médecine. Un fournisseur qui choisira sa clientèle comme étant les établissements hospitaliers pourrait acquérir lui-même une solution de télémédecine. Donc du contenu. Et la fournir, voilà, et la fournir à ses clients qui sont les médecins. Un autre qui choisira les écoles pourrait fournir la e-éducation. Et là, ça sera un service de proximité que Algérie Télécom ne pourra jamais donner. On ne peut pas gérer des millions de personnes sur l'IPTV en s'assurant que chacun est bien servi avec les chaînes qu'il veut. Donc l'ouverture de cette boucle locale, elle était en fait nécessaire aujourd'hui. Elle était nécessaire, mais elle ne pouvait pas se faire s'il n'y avait pas la régulation des services, parce qu'aujourd'hui l'autorité de régulation deviendra autorité de régulation des communications électroniques. Oui. Et c'est elle qui mettra en place les cahiers des charges des services. Donc celui qui fournira les PTV devrait répondre au cahier de charge du régulateur aussi. Alors justement, puisque vous parlez du cahier de charge, il y a un autre internaute qui s'intéresse apparemment à ce marché et qui vous dit qu'il y a un manque de précision dans le projet de loi sur le régime des autorisations, la durée fixe, l'énumération des motifs des retraits des autorisations. Il craint un manque de garantie pour les investisseurs. Qu'est-ce que vous lui répondez, Madame la Ministre? Alors le projet de loi, initialement, il prévoyait qu'il y ait une autorisation, ce qu'on a appelé l'autorisation générale. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est que un jeune homme qui veut faire opérateur ou une grande entreprise qui existe déjà, l'un ou l'autre, doit aller à l'autorité de régulation pour demander d'être autorisé à être, par exemple, fournisseur d'accès. Et ça risque de durer, parce qu'il y a un grand dossier à fournir, c'est toute une procédure. Au bout, il est fournisseur de services. S'il veut faire de l'hébergement, enfin il est fournisseur d'accès, s'il veut faire de l'hébergement, il le reprend, et c'est une autre autorisation. S'il veut faire du cloud, c'est une autre autorisation. S'il veut faire de l'audiothèque, c'est une autre autorisation. Donc on s'est dit, bon, le dossier à 99%, c'est le même. Il n'y a que le service qui change. Il va demander son autorisation. Il devient autorisé à être opérateur de tous les services télécoms, mais autorisé. Mais pour les faire, il faut qu'il déclare et qu'il remplisse le cahier de charge. Il y a un cahier de charge type. Par exemple, si je veux faire de l'hébergement, il faut que je réponde à un cahier de charge. Mon data center ou mon serveur, il est hébergé de telle sorte, il est fourni en énergie, il est ceci, il est cela, les conditions contractuelles. Tout ça, c'est dans un cahier de charge technique. Je le prends, c'est le cahier de charge type, il le remplit auprès de l'autorité de régulation, il le signe, et une fois validé, l'autorité le signe et il commence à fournir le service. Mais toute la procédure d'autorisation, elle n'y est pas. Donc c'est à la demande. Il peut activer les services l'un après l'autre, voire abandonner un service tout en restant sur les autres. Donc mais par rapport au retrait des autorisations... Et le retrait des autorisations, la seule condition pour retirer l'autorisation, c'est que l'autorité de régulation constate une défaillance par rapport au cahier des charges. Le cahier des charges précisera ce qui est suspensif et ce qui ne l'est pas. Si c'est une petite anomalie, il aura un délai pour régler. Si c'est une grosse défaillance, il y aura un retrait immédiat. Mais ça, c'est le régulateur qui est souverain pour en décider. Et dans tous les cas, l'opérateur privé a connaissance de toutes les conditions, en fait. Absolument, c'est dans le cahier de charges qu'il va signer. Pour le retrait ou pour l'acquisition de cette autorisation. Absolument. Donc aujourd'hui, Algérie Télécom, c'est bientôt 4 câbles de bande passante. On va y revenir avec les câbles notamment sous-marins, Orval et Alval, pour seulement un peu plus de 2 millions d'abonnés. Toujours des délais très longs de raccordement et un débit ADSL pas toujours satisfaisant. Pourquoi cette réalité ne change pas malgré tous les efforts dont vous parlez qui ont été déployés par l'État? Honnêtement, c'est en train de changer quand même. Par rapport au nombre d'abonnés, alors le nombre d'abonnés, je vais vous dire, on était à presque 3 millions d'abonnés.
Ça, c'est le chiffre chez Algérie Télécom. Sur le terrain, j'ai plein de plaintes. Tout le monde se plaint. Je ne suis pas raccordée, je paye et j'ai un mauvais débit, voire je l'ai rarement ou je ne l'ai pas du tout. Il y a également des cités, ça c'est une aberration, où vous voyez, vous avez 20% des locataires qui sont raccordés. Le reste demande, ils ne sont pas servis. Les équipements sont là, on ne sait pas pourquoi on n'est pas raccordé. Et faisant le diagnostic, on se rend compte qu'il y a une première défaillance qui est dans le réseau commercial. Parce qu'on ne suit pas, parce que le commercial est complètement déconnecté du technique. Oui. Et donc, même vous faites quand le votre technique demande, le permettait, le commercial ne suivait pas forcément. ne suivez pas du tout, parce que l'hiérarchie était la suivante. Je fais ma demande à l'Actel. L'Actel envoie son hiérarchie, et s'il y a plusieurs couches, ça arrive à la centrale. Ici, il y a Alger. Et après, au niveau d'Alger, c'est transféré à la direction technique qui va répercuter, ça revient à l'endroit où vous avez demandé votre... Bon, ça peut revenir dans une semaine, comme ça peut revenir dans un an, comme ça peut ne pas revenir. Parce qu'une fois, vous savez, quand vous traitez 100 personnes ou 1000, c'est pas comme lorsque vous traitez 1 million. Ça devient des chiffres. Et après, ça devient des quotas. Et 1% d'erreur, c'est pas important. Alors que 1% dans un quartier, c'est quand même un client de perdu. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé l'organisation. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de la ressource humaine qu'on gère. Il y a des conventions, il y a une réglementation à suivre, il y a une formation surtout à donner, il y a des recrutements à faire, il y a un redéploiement à faire. Tout ça, ça a pris quand même beaucoup d'efforts, énormément d'énergie, beaucoup de dépenses et une année de travail. Mais en parallèle, il y a une défaillance technique. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a chaque client, c'est une licence. Une licence sur la machine, parce que vous êtes enregistré sur une plateforme et un client, c'est une licence de connexion. Quand vous résiliez votre ligne, quand elle est en dérangement et vous ne payez plus et elle est déconnectée, ce qui se faisait, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle et donc la licence, elle est active. Et donc, l'équipement est saturé. Donc, l'équipement, il peut supporter 1000 personnes. Il n'y a que 100 qui sont connectés, mais je ne peux plus raccorder personne. Donc, il y a une opération d'assainissement globale sur tout le territoire national pour restituer les équipements qui sont là, qui peuvent être utilisés, qui ne le sont pas, parce que sur le plan technique, on ne les a pas désengorgés. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, peut-être... Depuis le mois de septembre, fin août-septembre jusqu'à décembre, on a récupéré pas moins de 400 000 accès. Oui. Donc 400 000 personnes qui étaient en attente d'être raccordées peuvent l'être, alors qu'ils n'auraient pas pu l'être, bien que les accès existent. Oui. Et c'est beaucoup d'argent. Faute d'une organisation efficiente. Faute d'organisation et faute de compréhension du fonctionnement du système. Donc aujourd'hui, des gens qui ont attendu peut-être des années avant d'être raccordés à la DSL pourront l'être en réactivant leur demande. Alors, vous savez, durant l'année 2017, le nombre de clients d'Algérie Télécom n'a pas beaucoup progressé dans le chiffre. Mais dans la réalité, il a progressé de presque 1 million. Parce qu'en réalité, on a supprimé beaucoup de clients qui n'étaient pas des clients. C'était des accès bloqués, sans qu'il y ait un client réel. Une partie payait et ils étaient en dérangement, une partie ne payait pas, voire n'existait même plus. Parce que c'est le cumul de plus de 10 ans d'exercice dans lesquels les clients supprimés sur le terrain ne l'étaient pas sur le système. Et donc, quand je regarde, je fais mes bilans, j'ai 3 millions de clients, mais dans la réalité, ils n'étaient pas 3 millions. Une année plus tard, on est toujours réel, à peu près, on est un peu plus de ce qu'on était avant, mais en réalité, on est à 900 000 de clients supplémentaires. Parce qu'on a supprimé tous les faux clients. 900 000 pour l'année 2017. Et ça, parce qu'une partie, c'est juste l'assainissement. On a juste amélioré la qualité de la liaison. Pour d'autres, c'est les nouveaux clients, avec la récupération des MSAN qui étaient engorgés mais pas utilisés, avec les nouveaux MSAN qui n'étaient pas déployés faute de personnel formé pour le faire, et avec les quelques cités où la FTTH est arrivée. Tout cela a dû bien sûr augmenter les bénéfices, les chiffres d'affaires de Algérie Télécom. Vous les avez aujourd'hui ? Vous demanderez au PDG, il vous dira. Très bien. Par contre, à la décharge d'Algérie Télécom, tout le bénéfice a été réinjecté dans l'investissement. Donc, en matière de bénéfice net, il n'y aura pas de redéploiement, enfin, il n'y a pas de bénéfice net parce que tout est réinjecté dans l'investissement. Donc, tout ce qui est gagné est réinvesti. Alors, ce n'est pas le cas généralement des opérateurs, ils mettent toujours un peu d'argent, ils le placent dans les banques. Mais là, sachant que Algérie Télécom, elle a une mission de service public quand même, qui est le déploiement dans le sud, on n'a pas gardé un sou, on a tout réinjecté. Investissement notamment dans les câbles Orval et Alval, vous confirmez ? Pas seulement. Notamment. Pour commencer par là, on sait que ils font toujours l'objet de négociations. Est-ce qu'il y a une visibilité sur le délai de leur mise en service en fait ? Alors en fait, il y a la dernière phase à laquelle on était arrivé, c'était l'entrée dans les eaux territoriales. Ce que vous appelez l'atterrissage en fait.
L'atterrissement, oui. L'atterrissement, pardon. Alors, il faut construire la chambre-plage, ramener un bateau qui déploie le câble, et puis de la chambre-plage jusqu'à la station, déployer un câble souterrain. La station Algérie Télécom a créé une filiale en Espagne qui a déjà fait l'acquisition des locaux, elle a équipé, il faut maintenant la raccorder à la plage, c'est en cours avec l'opérateur historique espagnol, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est sur un territoire étranger. Reste la chambre de plage, elle est conditionnée par la mise en place du câble. Alors, pour faire entrer le câble, il faut faire des études dans les eaux territoriales, donc baliser le schéma, le terrain, et s'assurer qu'on ne dérange pas l'environnement, soit les constructions existantes, s'il y a un port, enfin, c'est des études techniques. Le bateau qui devait le faire avait besoin d'une autorisation que nous avons obtenue que la semaine dernière. D'ailleurs, c'est presque un miracle, ça fait bientôt une année qu'on l'attendait. C'est extrêmement complexe quand même, les procédures administratives en Espagne aussi. Là, le bateau entre, il a 15 jours, il commencera ses travaux le 19 de ce mois, 19 février. Il a 15 jours pour faire un rapport technique, pour dire voilà, le câble passera par ces points-là, donc les positions géographiques du passage. Donc c'est pratiquement... Ça sera transmis à l'administration espagnole et théoriquement, elle aura une semaine à 15 jours pour donner l'autorisation définitive qui permettra au câblier d'entrer. Théoriquement, c'est une semaine à 15 jours. On espère que ça sera une semaine à 15 jours. Si c'est donné, à la fin du mois de mars, le câblier sera là, Alger, Oran, commencera le déploiement. Il se branche, il y aura un triangle. Ils vont se connecter. Et puis, la dernière ligne vers l'Espagne commencera. Le déploiement global, ça doit être histoire de 2 mois, peut-être même pas. Mais ça commencera le jour où on aura cette autorisation qui devrait être, on devrait l'avoir courant du mois de mars. S'il n'y a pas de problème, on l'espère pas. Très bien. Alors, question d'un internaute, une autre. Comment encourager, dit-il, les start-up en faisant payer la DSL aussi cher que les grandes entreprises? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait adapter les offres à des start-up, notamment pour encourager donc, les TIC chez nous? Alors, les start-up ne payent pas la DSL aussi très cher. Elles payent le prix corporate, sachant que il y a 2 types de clients professionnels. Bon, le grand public, on le sait. Pour les clients professionnels, c'est des liaisons dédiées. Donc, si c'est une petite entreprise qui a besoin d'un peu de débit juste pour se connecter, le prix est vraiment abordable. Par contre, il y a des entreprises qui sont, entre guillemets, start-up, mais qui demandent des liaisons spécialisées de très très haut débit. Oui. En fait, le tout, c'est dans le business plan. Si c'est une start-up parce qu'il y a 4 ou 5 personnes, et c'est juste, ils comptent se déployer un service, mais avec un grand chiffre d'affaires, ce qui justifie le très haut débit qu'ils demandent, ben normalement, ce n'est pas une entreprise à petit portefeuille. Elle peut payer autant qu'une grosse entreprise. Si c'est une start-up qui a besoin d'une petite liaison, elle reste... Comme son nom l'indique. Donc avec peut-être un budget vous savez, certainement maigre. Google était une start-up, Facebook était une start-up. Donc si une start-up fera un chiffre d'affaires de quelques milliards de dinars, ben, je crois qu'elle peut payer quelques millions de dinars de connexion. Il ne faut pas oublier qu'Algérie Télécom, elle a des obligations. On a l'impression que l'Internet est cher en Algérie, ce qui est loin d'être le cas. On est légèrement, et je dis bien, je pèse mes mots, légèrement au-dessus des voisins. Par contre, ce que nous avons et les voisins n'ont pas, c'est la qualité de service égale et équitable pour l'ensemble des citoyens algériens. Algérie Télécom déploie le réseau sur 48 wilayas et l'une des wilayas est quand même plus grande que de la plupart de ces pays qu'on cite. Oui, c'est un très vaste pays. Fournir un service public, ça entend une solidarité. Donc, si on baisse le prix, comme le font certains opérateurs dans certains pays, ça supposera que le business model d'Algérie Télécom sera le même. Et le business model de ces opérateurs, si je prends les marchés de niche, dans une ville, une zone industrielle, des ambassades, des grosses corporates, ben je les fournis en très bon débit, très haut débit, et tant pis pour le reste. Ce business model-là fonctionnera et on baissera les prix. Mais ce n'est pas le modèle que choisira l'Algérie. Ceci répond à la question sur la baisse des prix d'Internet. Il n'y aura pas de baisse, puisque vous dites que... Je pense que c'est très abordable quand même. Aujourd'hui, pour 1000 dinars, on a quand même un débit très respectable. Très bien. On passe au FTTH, justement, soit le très haut débit qui arrive bientôt en Algérie. Alors pourquoi l'Algérie a opté directement pour le FTTH, sachant qu'il y avait peut-être d'autres États, parce que là encore, ce n'est pas trop ambitieux, comme le FTTN, le Neighborhood, le FTTC, le curb, donc trottoir, on peut faire arriver en fait Internet là où on veut. Et nous, on a opté pour le choix to the home, c'est-à-dire jusqu'au domicile, jusqu'au particulier. Est-ce que c'est pas non plus encore trop ambitieux? Et en matière de coût aussi, ça peut être très élevé. En matière de coût, c'est pas plus cher. C'est pas la différence, vous savez, il n'y a pas le coût d'une connexion, il y a un coût moyen. Si la fibre arrive jusqu'au quartier
et que le reste est en cuivre. En fait, c'est vrai que pour ramener la fibre jusqu'à domicile, ça coûtera cher. Oui. Mais en matière de retour sur investissement, on sera toujours dans les mêmes coûts de maintenance, dans les mêmes problèmes de dérangement, et le haut débit n'y sera pas. Donc, investir plus et gagner plus, c'est quand même plus rentable que d'investir moins et dans 2 ans changer à nouveau. Il ne faut pas oublier que le FTTH a été décidé il y a plusieurs années, il y a presque 10 ans, c'était en 2009. Oui. Que son Excellence président de la République a décidé le très haut débit. Mais c'est ce genre de réticence sur la technologie adoptée, faut-il pas, bon, on va y aller, on va pas y aller, qui a fait qu'on en est là. Presque 10 ans plus tard, c'est quand même pas acceptable qu'on se pose la question, est-ce que c'est bon pour nous? Je suis désolée, l'Algérien, il vaut aussi bien qu'un Européen, pourquoi pas? Et se dire, bon, j'investis dans le un petit peu moins cher, parce que c'est un petit peu moins cher, et dans 2 ans, on viendra dire oui, mais bon, on aurait dû. C'est pas normal. D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure d'Alger, je disais que c'était un cas très particulier. Oui. Le réseau, ce qu'on appelle Métro Ethernet d'Alger, a été pensé, mais vraiment très très petit. On l'a dimensionné uniquement pour la voix, en se disant l'Internet ne dépassera jamais les 128 kilos. Donc, le refaire, il ne s'agira pas de refaire les quartiers, il faut tout refaire. C'est pour ça qu'au niveau d'Alger, c'est un plan particulier, d'ailleurs qu'on mène avec la wilaya d'Alger, on verra pas grand-chose, mais quand ça viendra, c'est une fois pour toutes. C'est-à-dire que ça ne sera pas progressif. Parce qu'il y a tout le réseau qui est en train d'être refait. Parce que tout le réseau a été sous-dimensionné. Alors, le déploiement de la FTTH, l'offre commerciale, elle a été établie par l'autorité de régulation et en matière de rentabilité aussi. Absolument. Et puis j'ai lu quelques articles de presse, quelques commentaires disant que c'est extrêmement cher, c'est pas normal. Oui. En fait, c'est faux. C'est exactement le même prix que la DSL. 1 centime de plus, pas 1 centime de moins. Si vous avez le 8 mégas en ADSL et vous voulez le 8 mégas en FTTH, ça sera le même. Alors justement, par contre, au-delà des 20 mégas, l'offre n'existe pas dans l'ADSL. Donc l'offre FTTH ne peut pas être plus chère de ce qui n'existe pas. Oui. Mais elle est chère. Pour une raison très simple. 20 mégas, ce n'est pas pour le grand public. Il peut l'avoir s'il le veut. Si je suis un peu exotique et que je veux avoir 20 mégas à domicile, pourquoi pas? Mais si on est 5, 6, 10 personnes à l'utiliser à la fois, 8 mégas suffit plus que largement. À 20 mégas, on est une entreprise. Si on est une entreprise qui travaille au noir à la maison, il faut payer le prix. Alors, est-ce que justement le FTTH va remplacer tout simplement la DSL? Puisqu'on parle de 2 mégas. À volonté. Là, c'est vraiment la volonté du client. Il y a une différence entre la DSL et le FTTH, c'est le modem, qui ne coûte pas la même chose. Algérie Télécom a quand même fait un effort de subventionner les modems FTTH qui sont plus chers, mais qui sont très rentables par la suite. Et, bon, enfin, très chers, ils ne sont pas énormément plus chers. Il y a, je crois, 20 ou 30% de prix supplémentaires. Mais elle va les vendre au même prix. Donc, elle va les subventionner. Mais c'est une offre commerciale qui ne durera pas. Parce qu'après, même les modems baisseront de prix. C'est un peu cher parce qu'on ne le fabrique pas ici. Mais on est en discussion avec le département de l'industrie pour les fabriquer. Et donc on appelle, le public et privé, allez-y, fabriquer. C'est vraiment rien. C'est une boîte en plastique et quelques équipements dedans. C'est vraiment pas... Si on les fabrique ici, le prix pourrait être divisé jusqu'à par 4. Oui. Et donc à ce moment-là, il n'y aura plus de concurrence entre la DSL et l'FTTH. Par contre, ceux qui sont déjà sur la DSL, il y a des moyens techniques qui permettent à Algérie Télécom d'augmenter le débit et de fournir exactement le même service que l'FTTH. Si le client, malgré ça, souhaite l'FTTH, il pourra l'avoir. Il faudra qu'il paye le prix. S'il est raccordé, il change de modem et c'est bon, il a la nouvelle offre. S'il le veut, s'il ne le souhaite pas, qu'il veut rester, c'est-à-dire là, je rassure ceux qui sont sur la DSL, on ne va pas les abandonner et dire c'est tant pis. Mais ça peut être le début de la fin de la DSL, à terme. Probablement, ou pas. Parce que c'est 2 technologies qui peuvent coexister. C'est comme la 3G, la 4G, comme le GSM qui existe toujours, même si on est dans la 3G. C'est vraiment à la volonté du client. Mais dans quelques années, Dieu sait, peut-être qu'on sera sur autre chose. La technologie avance vite. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste beaucoup de questions et peu de temps avant la fin de l'émission. La 4G fixe, Madame Iman Houda Ferhoun, beaucoup n'ont pas compris la cible de cette offre commerciale, surtout lorsque l'offre a changé, sans peut-être suffisamment d'explications. Qu'est-ce qui s'est passé avec la 4G fixe ? Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup d'explications, mais il y a eu beaucoup de désinformations aussi. En fait, j'ai entendu dire que le prix de la 4G a augmenté. Il n'a pas augmenté. On a supprimé une offre. Algérie Télécom, après une étude technique et commerciale, ils ont compris que cette offre-là, elle n'était pas soutenable. Vous pouvez comprendre la déception des clients, la frustration? Non, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait correct. Je vais vous dire, la 4G, elle a été inventée, elle a été introduite, et les cahiers de charges sont là, les décisions de l'ARPT sont là, pour servir ceux qu'on ne pouvait pas connecter avec la fibre. Et Algérie Télécom fait un investissement, elle acquiert des équipements pour les connecter. Au lieu de ça,
Parce que justement, il n'y avait pas de contrôle, pas de coordination, on les a détournés, on les a installés là où les gens ont déjà la DSL. Et ceux qu'on ne peut pas connecter avec la fibre, ils sont toujours en train de souffrir. Parce que la fibre ne passe pas, je ne sais pas, c'est des endroits très, très isolés, il y a la roche, ou il y a, enfin, au bord d'une mer, je ne sais pas. Difficile d'accès. Difficile d'accès. La 4G arrive lentement parce que les équipements sont détournés et mis ailleurs. Là où il y avait la 4G, et je peux en témoigner même en tant que client, j'avais le modem 4G, mais on se pouvait se connecter à partir d'1h du matin. C'était tout le temps saturé. Parce qu'une antenne ne peut pas supporter beaucoup de clients. Mais comme tout le monde voulait l'avoir, en plus de la DSL, on s'est retrouvé avec une antenne, 200 clients, tous insatisfaits. Quand on a supprimé l'offre de base, qui était la moins chère, et que les gens n'utilisaient pas pour les bonnes raisons, et je vais y revenir, ceux qui l'utilisaient uniquement pour des raisons commerciales, ils se sont désengagés, ça ne pouvait plus les intéresser. Ce n'était pas intéressant, la DSL c'est quand même mieux. Quelles sont les bonnes et donc raisons? les vrais clients, ils sont maintenant bien servis. Et je peux en témoigner. Là, on peut se connecter tout le temps et c'est très bon. Là, on a désengorgé le réseau. C'est pas cher. 2000 dinars, c'est pas cher. Parce que l'offre qui a été supprimée, c'est la 1000 dinars. Enfin, 1000 quelque chose, je ne sais plus. Je donne un ordre de grandeur. Oui. C'est la moins chère. Et le problème avec celle-là, c'est qu'il y avait l'illimité. Et cette illimité de faible débit était utilisée pour décrypter les chaînes télévision, pour faire des offres commerciales autres, qui pour la plupart, c'est même pas des offres légales, entre guillemets. Et c'est ces gens-là qui étaient mécontents. Mais bon, c'est des commerçants. Ils ne devraient même pas avoir des clés résidentielles. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le client résidentiel. C'est lui que je veux fournir. Et lui, maintenant, il est content. Et en même temps, là, je le dis en avant-première, mais je laisserai Algérie Télécom s'exprimer sur ça, il y a une nouvelle offre qui va être fournie, qui sera probablement même moins chère que celle qui était avant. Mais là où les gens seront contents de l'avoir. Par contre, ce qu'il n'y aura pas, c'est que ce n'est pas à volonté, c'est des offres limitées et qui sont c'est ça qui a changé en fait. C'est-à-dire, si un quartier ne peut supporter que 10 personnes en 4G, il n'y en aura pas 15. Donc il faudra faire vite avant de... Il y aura une offre et c'est au premier service, c'est exactement comme le mobile. Là, dans les régions, ça, il y a, par contre, dans le futur, il n'y aura plus de 4G dans les zones résidentielles. La 4G, c'est pour les zones isolées, comme on avait convenu au début. Alors, on va avancer un petit peu sur la téléphonie. La téléphonie, aujourd'hui, les opérateurs vous disent, les internautes vous disent, les opérateurs mobiles virtuels peuvent favoriser davantage la concurrence. Est-ce qu'on va opter un jour pour ce choix ? Alors, c'est une question qui se discute. Techniquement, ça, dans certains pays, ça a fonctionné. Est-ce qu'on ne tergiverse pas trop, là, comme vous le disiez tout à l'heure ? Alors, pour ne pas trop tergiverser, il vaut mieux voir ce qui se passe ailleurs, là où ça fonctionne depuis longtemps. La majorité des pays se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas une bonne affaire. Parce que ça ralentit l'investissement dans l'infrastructure. Ceci dit, on s'est dit, on laissera le régulateur faire et on a pris dans le projet de loi une disposition qui permet justement l'introduction d'opérateurs virtuels. Après discussion avec des experts, les députés ont décidé de proposer un amendement pour la supprimer. Donc le projet de loi qui sera présenté au vote, il ne prévoit pas le MVNO parce qu'il y a de nouvelles informations qui arrivent qui disent que probablement ce n'est pas aussi bon que ça. On va laisser ça à l'appréciation du régulateur et ne pas l'imposer par voie légale. Donc on ne risque pas de voir encore... Probablement, mais ça sera réglementaire, ça ne sera pas légal. Très bien. Le e-payment, la loi sur le paiement électronique, ne sera en fait qu'un premier pas, vous allez le confirmer ou l'infirmer, un premier pas vers le e-payment, puisque techniquement, vous l'avez dit vous-même, les banques ne sont pas prêtes en termes de connectivité, de plateforme de connectivité. C'est bien cela ? Non, les banques sont prêtes. C'est la loi qui n'y est pas. Aujourd'hui, Algérie Post, elle a déployé une plateforme monétique, moderne, en normes internationales. D'ailleurs, une grande partie de ces clients, 2 millions, 3 millions, je ne sais plus, les chiffres changent chaque jour, qui ont déjà leurs cartes, d'autres attendent, ils sont en production de cartes. J'espère qu'ils doteront tout le monde, ça viendra. Mais ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'il n'y a pas de TPE. Donc ils les utilisent dans les GAB. Donc une partie des GAB, le reste sera migré. Mais on ne peut pas payer en ligne parce que si je suis commerçant et que je vais chez Algérie Post, elle ne peut pas me raccorder avec ça. Bon, le raccordement, ça peut prendre 2 jours, mais on ne peut pas le faire parce que le cadre légal du commerce électronique n'existe pas encore. Quand la loi sera votée et les textes d'application sont déjà prêts, on les passera au gouvernement rapidement et là, ils pourront commencer. La même plateforme monétique est déployée au niveau de la SATIM, c'est l'organisme interbancaire, et il sera en production dans les mois qui viennent. Et donc, on aura le système bancaire et le système postal qui sont tous prêts
Et la loi encadre, et donc je suppose que c'est à la volonté des commerçants et des citoyens pour que ça se démocratise. Et est-ce qu'avec ce cadre juridique qui va encadrer le e-payment, les Algériens vont enfin avoir accès aux sites internationaux de vente en ligne qui ne sont pas accessibles aujourd'hui? Alors, ça c'est un peu plus compliqué par contre, parce qu'avoir accès à un site international suppose que vous avez de la devise. Donc la loi, elle prévoit que tout ce qui est non matériel, c'est-à-dire téléchargement de documents, de livres, de musique, de logiciels, donc il est possible avec sa carte quand vous avez un compte de devise. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne peut pas avoir accès à ces sites européens notamment. Européens, américains, asiatiques. Asiatiques, on a accès. Il y a quelques sites qui ont ouvert. Il y a quelques solutions. Là, ça encadre. Par contre, il est prévu que la Banque d'Algérie, par voie réglementaire, puisse plafonner ou réguler. Donc, est-ce qu'elle va plafonner? À quel niveau? Ça peut se discuter chaque mois en fonction du cours. Pour l'importation, pareil. Pour l'exportation, pardon, pareil. Si on fabrique quelque chose, si un artisan veut vendre, je ne parle pas des gros commerçants parce que ça, c'est le ministère du Commerce qui régule l'exportation. Mais pour les petites exportations, pour un artiste, qui vend de l'immatériel, qui développe un logiciel à vendre dans les Play Store, il pourra les mettre en vente en ligne et encaisser son argent sur son compte. Et là encore, la gestion du compte en devise, en dinars, le taux de change, ça, c'est la Banque d'Algérie qui réglemente comme il se doit. Donc pour les grandes enseignes, ce sera possible? Ça sera possible, grande ou petite enceinte, du moment qu'ils se conformeront au règlement. Très rapidement sur le mobile payment, avant de passer à la poste, et on va prendre un petit peu plus de temps que prévu, puisque vraiment il y a beaucoup de questions. Alors là encore, c'est un internaute qui vous dit qu'il y a certes des risques à envisager le mobile payment chez nous, comme lorsqu'on intègre toujours une nouvelle technologie, mais ne faut-il pas avoir plus de courage aujourd'hui pour y aller, comme on l'a fait pour les autres nouvelles technologies en fait? Non, et arrêter de c'est pas une question de courage. Je vais vous dire, le mobile payment, c'est un terme qui est interprété de deux façons complètement différentes. La première, qu'on rejette définitivement, c'est le paiement par l'airtime, c'est-à-dire les unités mobiles. Ça, on ne peut pas l'admettre. Pour une raison très légale, c'est qu'un opérateur de télécommunication n'est pas un établissement financier. Il ne peut pas créer de la monnaie. On ne peut pas considérer que la minute que j'ai sur mon téléphone, je l'échange contre un bien ou un service. Ça veut dire qu'elle deviendra une monnaie. Ça, c'est illégal. Et on ne peut pas le légaliser, parce que si on le légalise, on va créer un marché informel numérique, qui sera le champ de blanchiment d'argent. Certains pays l'ont adopté, uniquement des pays africains. Des pays africains où ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas d'infrastructure. Et ils le regrettent déjà de l'avoir adopté. Mais dans les pays c'est très risqué, c'est pas sécurisé, c'est une arnaque technologique. Mais dans les pays occidentaux? Par contre, elle n'est pas adoptée. Par contre, l'autre interprétation du paiement mobile qui est j'utilise mon téléphone mobile, j'utilise le réseau mobile pour effectuer des opérations de paiement dématérialisées, adossé à mon compte bancaire ou postal, ça, c'est non seulement possible, mais on est en train de le déployer. Parce que ce même système de monétique acquis chez Algérie Post et chez la SATIM, il permet ça dans un deuxième temps. Et ça va se démocratiser dès qu'on commencera à raccorder les TPE, et on pourra avoir sur son téléphone une application qui permet de payer, et puis le commerçant qui a son QR code ou qui a son terminal de contact facile pour payer. Mais ça, c'est pas du paiement mobile tel qu'on voulait l'introduire au début. Ça aurait été l'opérateur mobile qui devient banque. Et c'est extrêmement dangereux pour les finances, pour l'économie, même pour l'utilisateur qui risque de perdre tout son argent en un claquement de doigts. Et aujourd'hui, donc, il n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il n'est pas à l'ordre du jour, mais le paiement par mobile, oui. Envisageable, en fait. Il sera bientôt concrétisé. Enfin, j'espère, si les techniciens sont assez rapides comme on le souhaite, d'ici la fin de l'année, ça sera une réalité. Très bien. Alors, deux questions encore. La carte Dahabia, seulement 3 millions de cartes ont été personnalisées et délivrées sur 6 millions d'usagers de la carte magnétique, alors que les DAB sont en train d'être remplacés. Les nouveaux DAB, en fait, ils apparaissent. Pourquoi ce retard et comment aujourd'hui le rattraper? Alors, si je parle de la personnalisation des cartes, leur distribution, il ne s'agit pas du tout d'un retard. Il y a aujourd'hui personne qui n'a demandé sa carte et elle n'a pas été personnalisée. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous demandez une autre demande, on rassemble, quand il y a plus d'un millier de demandes, on envoie au fournisseur de cartes, il fabrique les cartes, il les personnalise, c'est renvoyé chez Algérie Post et distribué. Au tout début, presque personne ne demandait. Après, on a commencé à avoir des demandes, mais il y avait plein d'erreurs. Il y avait des gens qui ne renseignaient pas. Après, on a exigé le numéro de téléphone pour sécuriser les... Donc c'est là où il y a eu le retard, en fait.
est-ce que c'est du retard? Enfin, probablement pas. Quand il y a des erreurs, on est obligé de rectifier. Maintenant, s'il y a 3 millions, c'est pas parce que 3 millions de personnes l'ont demandé, c'est parce qu'on s'est dit, bon, on va les fabriquer, et quand ils le demanderont, ils seront prêts. Et là, on est en train de les distribuer dans les bureaux de poste. Et quand quelqu'un demande, parfois, il fait sa demande en ligne, il peut l'avoir tout de suite parce que c'est déjà dans le bureau de poste. On a fait, par exemple, par corps, le corps de l'enseignement, le corps de la police, de la gendarmerie. C'est-à-dire, on fabrique pour ceux qui sont... On a les moyens de distribution qui sont en plus des bureaux de poste pour faciliter la distribution. Pour le reste, là, même Algérie Post, elle est en train de faire un autre investissement, c'est de pouvoir personnaliser au niveau d'Algérie Post, ce qui accélérera encore plus la procédure. Mais aujourd'hui, le retard qui a été pris, c'est plutôt dans le basculement des GAB. Et là, en fait, c'est un problème à gérer, mais en une fois. Sur 7 millions de personnes qui avaient la carte, aujourd'hui, il n'y a que 3 millions. Quand on a commencé à parler du problème GAB, il n'y en avait que quelques milliers. On nous demandait déjà de basculer tous les GAB. Mais les 7 millions, ils vont aller où? Un GAB, il ne peut pas fonctionner sur l'ancienne et la nouvelle. C'est l'ancienne ou la nouvelle. Oui. Aujourd'hui, on fait ça de proche en proche. Au début, on avait fixé le 31-12 pour dernier délai pour les basculer, mais on s'est rendu compte que dans certaines wilayas, la carte, elle est assez déployée. Dans d'autres, il n'y a pas de clients carte Dahabia, il n'y en a plus. Et, enfin, il n'y en a pas encore. Et donc, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on temporise un peu, on laisse le commercial gérer de proche en proche. Bon, on suppose qu'à la limite, il peut entrer en guichet pour retirer au lieu du GAB. Et probablement, vers le mois de juin, on n'en parlera plus, tout sera basculé. Mais c'est vraiment une contrainte due au nombre. On est quand même 20 millions de clients chez Algérie Post. Leur gestion, c'est pas en 2 jours, c'est pas comme gérer des ordinateurs. Alors, à propos de la Poste, justement, on va terminer là-dessus. La Poste qui est en pleine mutation aussi, notamment avec ce projet de loi, avec le recrutement de suffisamment, vous dites, de ressources humaines pour répondre à la demande, notamment en termes de facteurs, de distribution de colis, donc de courriers. Est-ce qu'aujourd'hui, la mise à niveau, et vous en parliez tout à l'heure, la mise à niveau des postes, elle sera donc proche pour cette année, la mise à niveau de tous les bureaux de poste, 3200, 3800 répartis sur le territoire national. Et un mot sur la banque postale. Est-ce qu'elle est encore prévue? Est-ce qu'elle est encore de mise? Et on terminera là-dessus. La mise à niveau du réseau postal, elle se passe il y a 2 niveaux. Il y a l'infrastructure télécom et puis il y a le bâtiment. Pour l'infrastructure télécom, il y a une convention qui a été signée entre Algérie Post et Algérie Télécom pour la refonte de tout le réseau. Oui. Donc chaque bureau de poste aujourd'hui, il est connecté à 512 kg et il passera à 2 mégas. Oui. 2 mégas qui sont plus que le nécessaire, mais on espère fournir des services par la suite. Donc 2 mégas par bureau de poste. Algérie Télécom s'engage, mais en plus s'engage à le faire avant la fin de l'année. Il s'engage même pour septembre, mais bon, on verra bien. Ce qui se passe en même temps, c'est qu'il y a chaque semaine des comités entre la centrale et les 48 wilayas, les directeurs de la Poste et les directeurs d'Algérie Télécom, pour dire voilà, ce bureau il est connecté, celui-là pas encore, et pour s'assurer que ça fonctionne. C'est une opération de pilotage d'envergure qui est menée. Donc tous les bureaux de poste seront mis à niveau, on ne parlera plus de pas de réseau. Ceux qui sont sur le mobile passeront sur le fixe, sur la fibre, donc ça serait mieux. Pour le bâti, en fait, si vous suivez un peu l'actualité, il y a pratiquement... Presque chaque semaine, on annonce 2-3 bureaux de poste nouveaux, rénovés, rétablis. 3800, c'est beaucoup. Par contre, il y a une opération d'investissement de masse qui a été accordée par le Conseil de participation de l'État. C'est quand même 19 milliards de dinars, dont la plus grosse partie, 8 ou 9 milliards, je crois, que c'est pour le réseau postal. C'est pour les villes de l'intérieur du pays, parce que autant dans les grandes villes, c'est facile parce que c'est rentable, autant dans les villes de l'intérieur, il faut un peu faire un effort. Et là, l'opération est déjà lancée pour les concours architecturaux, pour préparer tout le préalable. Dès qu'on aura l'argent du FNI, je crois même qu'ils ont eu la notification cette semaine, on commencera les opérations. C'est vrai que faire du bâti, c'est pas comme faire une petite fibre, donc ça prendra un peu de temps, ça va s'étaler sur une année de travail, une année qui commencera le mois prochain, et donc on verra sur l'année, jour après jour, bureau après bureau, on espère rénover tout le réseau. Très bien. Alors, Madame la Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Iman Faraoun, merci d'avoir répondu vraiment à toutes nos questions. Merci, bonsoir. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission, le replay vous sera proposé sur notre page Facebook, notre invité Canal Algérie. Elle sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.